bienvenue à cette conférence plénière des rendez-vous du chiffre sur le rebond dans ce contexte de crise du coronavirus. Alors, pour paraphraser l'ancien ministre Jean-Vincent Placé, qui était l'invité il y a peu des universités d'été de la profession comptable, eh bien ça ne va pas fort en ce moment. Les conditions sanitaires et économiques sont particulièrement anxiogènes. Chacun craint plus ou moins pour l'avenir. Et néanmoins, oui, ça ne va pas fort, mais on l'a déjà vu à plusieurs reprises, les crises les plus noires peuvent fort heureusement donner lieu aux rebonds les plus puissants et féconds. Alors, est-ce que ce sera le cas à nouveau aujourd'hui? On a bien entendu envie de l'espérer, mais comment faire? Comment notamment sauver les entreprises dans ce contexte critique? Comment peut-être transformer la contrainte et les difficultés en opportunités de croissance? Quel rôle, bien entendu, des experts comptables, des commissaires aux comptes à cet égard? Quel rôle des institutions? Quel rôle des syndicats? Quel rôle des jeunes professionnels du chiffre? Quel devenir également pour les cabinets d'audit et d'expertise comptable? La crise enfin peut-elle fonctionner comme un accélérateur d'évolution nécessaire pour la profession? Pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui à cette plénière Laurent Benoudis, qui est président de l'Ordre des experts comptables de la région Paris-Île-de-France, Christophe Riem, président de l'IFEC, Jean-Luc Flabeau, qui est président de CF, Julien Younes, vice-président de l'Annexe, enfin Paul-Emmanuel Gelin, qui est secrétaire du bureau exécutif du CJEC, également vice-président du CJEC de la région Champagne. Alors, bonjour à tous et merci d'avoir accepté cette invitation à cette première édition des Rendez-vous du Chiffre. Merci également à l'aimable audience d'être là. Alors, peut-être pour introduire le sujet, commençons par un premier tour de table sur comment chacun a pu vivre le cœur de la crise, donc entre mars et juin. Laurent Benoudis, comment ça s'est passé au niveau de l'Ordre de Paris? Merci, bonjour à tous. Au niveau de l'Ordre de Paris, en fait, on a lancé plusieurs initiatives destinées à informer à la fois les entreprises, mais également les experts comptables. Vous savez qu'on organise chaque année en fait, une manifestation qui s'appelle Allô Impôt, où on répond gratuitement au téléphone pour accompagner les contribuables dans la déclaration d'impôt. On a décidé de faire évoluer le dispositif compte tenu du contexte pour le transformer en appel à un expert. Et donc on a traité sur un site web qui s'appelait appelanexpert.fr tout un tas de demandes et évidemment tout un tas d'informations qu'on essaie de mettre à jour quotidiennement parce que ça change tous les jours. On a aussi organisé pas mal de webinaires qui étaient suivis de manière très intensive par les experts comptables, où on a fait intervenir le directeur de la Direct, la DGFIP, enfin voilà, pour répondre à toutes les questions qui se posaient en matière d'activité partielle, de fonds de solidarité, de PGE. On a également fait participer des banquiers, la BPI, enfin voilà. Donc l'idée c'était vraiment d'être en soutien des experts comptables qui eux-mêmes étaient en soutien des entreprises au quotidien. Tout à fait. Alors Christophe Riem, comment a réagi le syndicat IFEC au plus fort de la crise? Comme l'a dit Laurent Benoudis, ce qui a été bien avec cette crise, c'est qu'il y a eu une certaine solidarité et confraternité, et tout le monde a été dans le même sens, et on a enlevé, Jean-Luc le dira certainement, nos étiquettes syndicales, et on a pensé à nos chefs d'entreprise et aux confrères et aux consoeurs, puisque Laurent, je le sais avec l'opération Allô Impôt, qui est déclinée aussi dans toutes les régions, a permis d'aider les contribuables, et puis je sais qu'au sein de l'IFEC, on a créé une cellule de gestion de crise pour pouvoir répondre aux interrogations et aux attentes des confrères, puisque je suppose qu'on en parlera plus tard, puisqu'entre les annonces du gouvernement et la réalité du terrain, il y avait une certaine dichotomie. Donc on a été obligé de s'adapter, puisque entre les discours qu'on entendait d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, les clients nous disaient c'est super, j'ai droit à ça, à ça, à ça. Et puis quand nous on était sur le terrain, on se faisait un petit peu rouspéter, pour être poli, parce que c'était pas du tout ça. Donc voilà, donc on a essayé d'accompagner au mieux les confrères comme l'a fait toute la profession. Je pense qu'on peut, pour une fois, s'en féliciter. Nous avons été tous solidaires et nous avons tous été dans le même sens. Ouais, vous avez essayé de faire le pont en fait entre les annonces du gouvernement et le terrain, et on sait que c'était pas forcément évident. Christophe Riem, Jean-Luc Flabeau, qu'en est-il du syndicat ECF? Quasiment pareil, ça a été la même approche. Donc, les deux syndicats de la profession sont des syndicats patronaux. Donc, ce qui était important, c'est de rendre service. On veut toujours rendre service à nos
adhérents, à nos professionnels, à la profession en général. Donc si là on rendait pas service, c'était un peu dommage. Donc en effet, dès le début du confinement, on a eu un bureau national où on a bien rappelé cette volonté de faire au mieux pour les professionnels et donc indirectement pour les clients des cabinets. Et puis c'est pareil, on a fait des fils d'actu quasiment tous les matins pour essayer de décrypter les textes. On avait une commission sociale qui a énormément travaillé au niveau du syndicat parce que tous les matins, 7h30, elle se réunissait. Et pour avoir ce fil d'actu dans la journée, on a fait des formations gratuites, on a fait des webinaires, il y a eu les relations avec les ministères, enfin voilà, plein de choses qu'on a fait, comme a pu le faire l'Ordre, comme a pu le faire l'IFEC, etc. Parce qu'il fallait à tout prix aider le maximum de confrères et de consoeurs dans ce climat qui était quand même assez anxiogène en début de confinement, parce que c'était quand même une situation complètement inédite que personne n'avait imaginé. Donc il y avait ce côté anxiogène, ce côté très inquiétant au niveau de nos propres cabinets, et voilà, il fallait bien qu'il y ait ce relais des institutions, des syndicats pour venir le plus possible en aide aux confrères et consoeurs, et aussi donc indirectement aux clients. Donc rassurer les acteurs économiques et également transmettre de l'information sur les mesures gouvernementales. Julien Younes, comment avez-vous vécu le cœur de la crise en tant que jeune collaborateur? Alors, moi j'ai une situation un peu particulière. Normalement c'est bon, je prends le micro. J'étais pas en cabinet au cœur de la crise. J'ai exercé en tant que professeur dans plusieurs écoles et j'avais quelques clients moi en perso sur d'autres activités. Et donc je me suis adapté, hein, comme tout le monde, comme les cabinets, comme les entreprises, à la digitalisation. Et pour revenir à l'annexe, pareil, hein, on s'est adapté. On était dans le flou le plus total au début parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait en être de la session de mai, même si on avait une petite idée, mais on n'avait pas trop d'informations à ce sujet. Donc on a continué les webinaires pour accompagner tous les stagiaires dans la préparation du diplôme. Et quand on a appris que la session serait annulée, qu'on aurait uniquement la session de novembre, on a mis en place avec Monsieur Pinero Vargas des webinaires qui étaient, je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, sur différents sujets de la préparation au diplôme, en fait pour garder les personnes motivées, puisque c'est pas forcément évident quand on est au cœur de la crise à devoir accompagner les entreprises et donc être un peu entre guillemets sous l'eau, quand même dans une situation un peu nouvelle, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, de continuer à avoir en tête la préparation du diplôme, l'obtention du diplôme et de pouvoir devenir expert comptable par la suite. Donc on était vraiment là pour essayer de les soutenir là-dedans et de leur rappeler qu'il est important, même si on est très occupé au sein des cabinets, de garder du temps pour soi, pour la préparation de son diplôme, aussi bien des écrits que de la rédaction du mémoire. Et quand on s'était eu au téléphone, où vous m'aviez parlé de collègues, de confrères, collaborateurs en cabinet comptable, pour qui ça a été assez difficile dans cette période? Alors, je pense que c'est un peu comme tous les cabinets, c'est-à-dire que ceux pour lesquels les cabinets étaient bien digitalisés, ça s'est fait plus facilement, parce qu'il y avait les outils en place qui ont permis de faciliter la relation avec les clients, avec les managers, avec l'équipe en interne. Et pour ceux pour lesquels il n'y avait pas forcément de digitalisation qui a été mise en place, ou même pour les clients, hein, il y a quelques clients qui n'étaient pas forcément digitalisés, c'est vrai que c'était plus compliqué, on était un peu dans un flou, on ne savait pas trop comment gérer, et on a fait comme on a pu, et je pense que, comme l'ont très bien dit les 3 personnes avant moi, on s'en est plutôt pas trop mal sorti, je pense. Ouais, les experts comptables ont vraiment démontré leur utilité durant cette période particulièrement difficile. Alors, Paul-Emmanuel Jolin, quelle est votre expérience donc, en tant que jeune expert comptable et commissaire aux comptes installé? Donc déjà, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation à participer à ce tour de table et à cette plénière. Merci beaucoup. Donc en fait, le Covid a été un révélateur en fait, hein, et on est assez rassuré pour la profession car elle a su en fait s'adapter et elle a été particulièrement résiliente. Donc déjà c'est une bonne nouvelle parce que si on en croit Darwin, hein, les espèces qui sont amenées à perdurer et à survivre ne sont pas forcément les plus intelligentes ou les plus fortes, mais celles qui parviennent à s'adapter. Donc déjà on a fait preuve quand même d'une adaptabilité dans un temps relativement record qui a été relativement impressionnante. Voilà. Alors après, moi, concernant le CJEC, parce que je représente les jeunes, donc on a été particulièrement vulnérable à cette époque-là du Covid, hein, d'ailleurs qui continue encore maintenant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en général, ceux qui se lancent à leur compte n'ont pas des structures démentielles, elles n'ont pas de DRH, elles n'ont pas de DSI, etc. Et bien souvent, elles n'ont pas de collaborateurs
confirmé avec une étoffe qui permette de répondre à cette affluence de questions qui fut quand même astronomique. Hein. Et tout dans le même temps, donc il a fallu mettre en place donc, le chômage partiel, il a fallu faire les PGE, faire également les prévisionnels, mais dans le même temps, il a fallu aussi qu'on mène nos missions traditionnelles, hein, c'est-à-dire les tenues de compta, les déclarations diverses et variées de TVA, de DSI, etc., social. Donc ça, on a été quand même pas mal surmené, et souvent les questions qu'on nous posait, en fait, tout se concentrait sur l'expert comptable, qui était finalement le seul à pouvoir répondre à toute cette affluence de questions. Et j'avoue qu'on a été quand même pas mal aidé avec le FAQ qui a été mis en place par l'Ordre des experts comptables et qui nous a permis quand même de pouvoir répondre à un certain nombre de questions et de pouvoir communiquer relativement bien. Et pareil, il y a eu Infodoc aussi, on a pu poser des questions à Infodoc expert, puisque là, dans ce contexte-là, c'était gratuit. Et donc on a eu cette chance de pouvoir solliciter. Il me semble qu'ils ils ont répondu à plus de 7000 questions. Hein. Donc ça nous a pas mal aidé. Et après, il a fallu transformer un petit peu nos cabinets pour pouvoir répondre au mieux en fait, aux demandes de notre clientèle qui était particulièrement inquiète. Et qui finalement, pour ceux qui nous sollicitaient habituellement pour les travaux de tenue et qu'on n'attendait pas spécialement, ils ont découvert aussi notre casquette de conseiller. Alors que c'était pas faute de leur dire, etc. Mais c'était pas forcément la mission la plus importante. Il faut savoir qu'il y a plus de 40 à 50% des missions traditionnelles qui sont tournées vers la tenue encore aujourd'hui. Et donc cette clientèle-là, on l'a pensé insensible un peu aux missions en fait, de conseil, mais dans un contexte comme celui-là, on a été révélé un peu au grand jour et notre casquette de conseiller a pris une ampleur plus importante que celle d'expert comptable. Ok, donc la crise a révélé non seulement l'utilité, mais ce rôle de conseil qui est souvent mis en avant par les institutions. Alors passons au cœur du sujet, si vous le voulez bien, avec cette question du rebond. Donc on va d'abord s'intéresser au rebond des entreprises d'une manière générale. Puis on regardera d'un peu plus près le sort des cabinets comptables. Alors Laurent B nous dit quelles sont les actions mises en place par l'Ordre de Paris pour accompagner les entreprises dans un contexte qui en réalité reste critique, avec ce risque de seconde vague qui pourrait advenir. Parce que c'est pas notre job. En fait, l'Ordre de Paris a comme mission d'accompagner les experts comptables. Et les experts comptables ont comme job d'accompagner les entreprises. Donc on aide les experts comptables à faire leur travail, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, après en tant qu'expert comptable, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'il n'y a pas de problème de cash, parce qu'on a eu du PGE, donc il n'y a pas de problème. Par contre, on a tous un niveau d'inquiétude plus ou moins élevé selon le secteur d'activité et la performance antérieure Covid du client. Comment va se passer la reprise? Est-ce qu'on est parti pour 6 mois, 9 mois, 3 mois? À quel moment on va retrouver un niveau d'activité normal? Comment on va faire pour transformer ces PGE en emprunt amortissable? Est-ce qu'il faut garder le cash ou pas? Voilà, aujourd'hui, celui qui est capable de savoir comment ça va se passer, il a une boule de cristal, mais moi je ne l'ai pas. Ok, vous n'avez pas un point de vue du coup sur les mesures à prioriser pour accompagner la relance de l'économie, notamment peut-être votre regard sur le plan de relance du gouvernement à 100 milliards mis sur la table pour relancer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président de l'Ordre de Paris Le sujet, en fait, c'est que c'est dépenser de l'argent, c'est super, mais à un moment donné, il faut qu'on rembourse. Enfin, je ne suis pas un tenant de ceux qui pensent que la dette ne se rembourse pas. Donc, partant de là, la dette, c'est soit des impôts futurs, soit des économies. Les économies, en 70 ans, on n'a pas réussi à en faire réellement en France. Donc, ça veut dire qu'on a tous cette inquiétude. Annoncer des dépenses sans nous expliquer comment on va les financer, dans la tête de beaucoup de gens, ça veut dire des hausses d'impôts futurs. Alors, on a beau entendre le ministre répéter qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il n'y aura pas d'augmentation. Voilà, mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc, on est tous inquiets. Et donc, résultat, les courses, on peut dépenser beaucoup d'argent. Si c'est pour soutenir la demande, ça n'a aucun sens, puisque ça va aller en épargne, à mon sens. Donc, il faut soutenir l'offre, soutenir les entreprises. Bon, là, il y a un premier paquet fait, 10 milliards d'économies sur les charges des entreprises en impôts. C'est bien, c'est pas mal, mais par rapport à l'Allemagne, l'écart, il n'est pas de 10 milliards, il est de plusieurs dizaines de milliards. Donc, il faut poursuivre dans cette solution. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse réindustrialiser la France, qu'on puisse relocaliser en France, et pour ça, il faut alléger les impôts qui taxent les entreprises. Tant qu'on n'aura pas cette politique qui, depuis 40 ans, en fait, à mon sens,
est menée pendant 2-3 ans, puis après on revient sur la demande et on refile du pognon à ceux qui le réclament. Et donc on passe notre temps en fait à alterner entre une politique d'offre, une politique de demande, une politique d'offre. Alors qu'en Allemagne, ils ont une politique basée sur l'offre. On voit les résultats que ça donne. Donc le sujet est compliqué, hein, mais voilà, moi je suis pas ministre de l'économie. Donc, ouais, c'est l'occasion de mettre en avant vraiment le rôle des experts comptables, votre point de vue sur l'économie. Mais bon, l'inquiétude des clients, c'est qu'ils voient les milliards qui pleuvent et ils se disent qu'ils vont payer. Et comme ils savent qu'en général, c'est souvent eux qui payent, ça les inquiète un peu. Alors c'est vrai que le budget public est affiché comme non équilibré, donc vous avez raison. Christophe Riel, quelles sont les mesures préconisées par l'IFEC pour assurer le rebond des entreprises? Alors, les mesures, comme l'Ordre de Paris, on n'est pas là pour aider les entreprises, puisque, évidemment, l'IFEC, comme ECF, c'est un syndicat d'adhérents d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Donc, bien évidemment, comme l'a rappelé Laurent, on est là pour aider les confrères. Et bien évidemment, à travers ces propositions-là, on aide les chefs d'entreprise. Mais alors, à la différence de Laurent, c'est quand même, on est un syndicat, on est là pour défendre la profession. On a pu faire des propositions auprès du gouvernement. Et comme le disait Laurent, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, donc ils nous entendent, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent beaucoup. On sait comment fonctionne un petit peu ce gouvernement, et puis, comme le disait Laurent, il n'est pas ministre de l'économie, moi non plus je ne suis pas ministre de l'économie, et puis on ne peut pas dire qu'en ce moment, le ministre de l'économie, il aime beaucoup les experts comptables et les commissaires aux comptes. Même s'il vous a dit ça il y a quelques temps, il nous a dit qu'il nous aimait, 6 mois après, on a vu comment il nous aimait tellement. Donc aujourd'hui, voilà, on peut constater, donc on a fait des propositions au gouvernement sur les relations avec l'administration, les simplifications administratives et puis la suppression de la fiscalité. Et puis c'est vrai qu'on peut s'inquiéter, parce que les chefs d'entreprise s'inquiètent, on entend 100 milliards d'aides, mais de plans de relance, mais pour qui? Comment? Puisqu'on l'a bien vu là avec les aides, le chômage partiel, ça a été, comme l'a dit Paul-Emmanuel, on s'est tous arraché les cheveux, les clients n'y comprenaient rien, nous on avait déjà du mal à comprendre. Le PGE, c'était pas clair. Pour avoir les aides, les 1500 € d'aide, entre les 50%, les 25%, les plus de 10, je veux dire, c'était quand même un... Vous aviez souligné un manque de lisibilité. Ouais, il y a un gros manque de lisibilité. Donc, voilà. Des mesures gouvernementales. Donc là, on a 100 milliards, mais on va en faire quoi? Ça va être destiné à qui? Et puis, comme le dit Laurent, moi, je suis d'accord. On n'est pas souvent d'accord, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il faut payer les dettes. Et donc ça va quand même être un problème. Et on sait très bien que dans ce pays, pour payer des dettes, ça s'appelle l'impôt. Et puis on est quand même les champions du monde de la création des impôts qui existent. On aurait dû déposer des brevets d'ailleurs, on serait peut-être plus riches. Donc ça c'est le problème. Mais alors après c'est peut-être un discours qu'on n'aime pas entendre, mais est-ce que la sélection naturelle est-ce qu'il ne faut pas que certaines entreprises, parce que est-ce que de mettre sous perfusion des entreprises, est-ce que c'est la bonne chose? Après c'est toujours comme on le dit à chaque fois, c'est difficile d'être à un poste tel que ministre de l'économie ou président de la République, de savoir ce qui va se passer, d'avoir des visions. C'est vrai, mais vous êtes sur le terrain et du coup... Oui, mais on est sur le terrain, mais alors le problème c'est qu'on est sur le terrain, mais bizarrement, et je pense que personne ne va me contredire, nous ne sommes jamais consultés. Alors que nous sommes quand même les mieux placés avec la diversité de toutes les entreprises que nous avons, puisque nous avons de la profession libérale jusqu'aux grands groupes, on sait comment ça se passe, on a toute la visibilité, et le gouvernement ne nous consulte jamais en amont. C'est toujours en aval ou pour nous dire que c'est pas bien. Et puis on a 2 ministres préférés, parce qu'il ne l'a pas dit Laurent, mais nous, maintenant il n'est plus ministre du budget, mais nous avons notre ami Gérald Darmanin qui nous aimait beaucoup aussi. Et donc on n'est jamais consulté. Là, il y a eu un plan donc une commission qui a été nommée pour le plan de relance. Les experts comptables ne sont pas dedans. C'est assez curieux, effectivement. C'est l'occasion de communiquer justement sur votre point de vue pour la relance de l'économie. Jean-Luc Flabot, même question. Comment envisage-t-on le rebond des entreprises chez ECF? Quelles sont les mesures à prioriser selon vous? Alors avant de parler des mesures qu'on a pu préconiser, très modestement, je voudrais simplement dire que le Covid, finalement, on a peu de chance avec le Covid. On a peu de chance qu'il ait eu lieu, qu'il ait apparu ce virus en 2020. Parce que si c'était 10 ans avant, au niveau numérique, il n'y aurait pas eu de télétravail, ou très peu. Et puis si c'était 15 ans avant, il n'y avait pas la crise de 2008 qui a quand même énormément consolidé tout le système bancaire mondial et notamment européen. Et donc, avec ces mesures, on a aussi, il faut aussi voir le bon côté des choses, on a aussi un État très protecteur.
très protecteur en France, parce que le chômage partiel, parce que beaucoup de choses, aujourd'hui, les entreprises sont encore là, avec en effet peut-être à un moment donné cette histoire, comme tu dis Christophe, de sélection naturelle, mais aujourd'hui il fallait, je pense, protéger les entreprises, les salariés, etc. C'est ce qu'a fait l'État, de façon certainement très désordonnée à un moment donné, mais la tâche était compliquée. Alors ce qu'on a, nous, préconisé comme mesure, on a fait un livre blanc qu'on a envoyé aux différents ministères, sur plusieurs mesures, sur la relance, on n'était pas les seuls, hein, sur la relance de la consommation, de l'investissement, etc. Et puis il y a eu aussi cette idée de dire, on voit bien ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire un besoin de financement pour supporter les entreprises avec le PGE et toutes les aides, et puis d'un autre côté, des ménages qui ont énormément épargné. Donc on a essayé de dire, est-ce qu'on ne peut pas prévoir une irrigation de cette épargne, qui est déjà on a déjà une épargne forte en France, donc une épargne qui a augmenté considérablement, alors qu'elle est déjà à un niveau élevé, vers les entreprises qui en France sont des entreprises quasiment avant Covid, les plus endettées en Europe, qui se retrouvent encore plus endettées. Donc c'est de voir quel est le moyen de transférer cette épargne des ménages vers les entreprises. La difficulté, c'est que ce sont beaucoup de TPE, PME, avec un suivi un peu délicat, mais je crois qu'il y a une idée à faire prospérer. On a vu quelques mesures hein, sur ce sujet qui ont été finalement dans le plan de relance, mais voilà, je pense qu'il y a un flux à trouver. C'est vrai que le gouvernement incite effectivement à orienter l'épargne vers les TPE, PME pour renforcer leurs fonds propres. Julia Younes, en tant que jeune collaborateur, hein, vous êtes vraiment au plus près hein, des entreprises, avec, dans le bon sens du terme, les mains dans le cambouis au quotidien, au cœur hein, vraiment de la mécanique entrepreneuriale, donc un point de vue particulièrement instructif sans doute. Quel regard portez-vous sur la santé des entreprises que vous accompagnez au quotidien et sur leur perspective de rebond ? C'est une question très vaste. Pareil, je ne prétends pas avoir toutes les réponses à une telle question. La santé, elle est très différente en fonction des secteurs d'activité. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. On voit que par exemple dans le sud de la France, on est encore en train de refermer des restaurants et des bars qui du coup vont se retrouver dans une situation vraiment très très compliquée. Parce que déjà avec toutes les aides qu'ils avaient, ils étaient dans une situation où c'était assez difficile pour eux et là on ne sait même pas comment ils vont s'en sortir. Il va y avoir des aides qui vont être particulières. D'autres secteurs d'activité sont beaucoup moins impactés par la situation. Donc, il n'y a pas de réponse exacte, on va dire, à cette question, en tout cas selon moi. Au niveau du rebond, alors je parle peut-être un peu simplement, mais je pense que de manière générale, on l'a vu sur toute l'histoire du monde, on a toujours réussi à sortir de crise, on a toujours eu un rebond. Qu'est-ce qui pourra nous aider ? Je pense que c'est tout ce qui est digitalisation, numérisation et flexibilité. Hein. Parce que comme l'a très bien dit Jean-Luc, si ça avait été 20 ans avant, on n'aurait pas du tout eu toute cette possibilité de travailler et le monde aurait été beaucoup plus arrêté. Parce qu'on a cette capacité d'échange, de communication beaucoup plus rapide et donc de réactivité beaucoup plus rapide. Donc je pense que c'est ce qu'il faut encourager vis-à-vis des entreprises. Alors de quelle manière ? Je ne sais pas, je laisse les politiques s'en occuper. Et après... ouais, je pense que c'est à peu près tout. Au niveau du rebond, je pense que quand la crise va commencer à se passer, qu'on trouvera des vaccins, tout ce qui va avec, et qu'on aura une situation plus stable, ça va repartir, comme ça l'a toujours été. Hein. Je veux dire, quand on a eu la crise en 2008, il y a eu un moment très compliqué, tout le monde a recommencé à redépenser, à consommer. Ça va arriver progressivement, il faut laisser le temps au temps, et essayer de ne pas trop pénaliser les entreprises comme on peut le faire là aujourd'hui en les obligeant à fermer, même si je sais que c'est compliqué au niveau sanitaire. Il faut essayer de leur permettre d'exercer le plus possible pour pas avoir à les subventionner entre guillemets. Et comme on le dit, c'est bien de donner de l'argent, mais après qui va le rembourser, comment on va le rembourser. Et je pense qu'au niveau de la santé, on le verra vraiment quand il va y avoir les échéances de commencer à rembourser tout ce qui est PGE et autres. Là, on va commencer vraiment à se poser des questions. Je pense qu'on aura beaucoup plus qui finalement était sous perfusion et va finir, je sais pas, en redressement en liquidation, et qui a réussi à s'en sortir avec ses fonds et qui va le rembourser. Donc je pense qu'il ne faut pas trop non plus donner de fonds, je rejoins un peu ce qui a été dit, parce que c'est bien de donner des fonds, mais si c'est des fonds perdus, après à un moment il faut les rembourser. Donc
comprend bien le message. Hein, on a l'impression que les aides ne font que reculer l'échéance d'éventuelles faillites. Paul-Emmanuel Juin, vous êtes expert comptable et commissaire compte, donc encore un autre point de vue de celui du collaborateur. Comment se portent les entreprises selon vous et comment les aider au mieux? Alors moi, de mon point de vue, hein, il y a deux situations hein, pour les entreprises. Il y a celles qui s'en sortent et qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, hein, dans le domaine des technologies notamment, dans le domaine aussi des magasins à prépondérance alimentaire, je pense qu'ils n'ont jamais aussi bien marché que cette année. Voilà. Et puis il y a aussi un peu, on ne va pas dire les oublier parce qu'ils sont aidés quand même, mais il y a tout ce qui est hôtel, café, restaurant, discothèque, on en a entendu parler alors qu'eux ils sont dans une panade infinie. Il y a également tout ce qui est lié à l'événementiel, où là, effectivement, là, c'est très dur pour eux. Donc, effectivement, on a mis en place ce qu'on appelle donc le PGE, mais finalement, à mon sens, et ça fait plusieurs fois que je le dis, pour moi, ce n'est que 12 mois avec sursis. Voilà, on a pris 12 mois avec sursis, c'est-à-dire que dans 12 mois, cette dette-là, va falloir la rembourser. Et comment ? Et il va falloir qu'on accompagne en fait les dirigeants d'entreprise dans la gestion de cette dette. Ça va être notre futur travail, ça. Il va falloir qu'on s'y attelle très activement parce que sinon il risque d'y avoir des défaillances en cascade. Alors ça c'est certain. Il va falloir qu'on soit bon et qu'on accompagne notre clientèle avec les outils qui sont les nôtres. Hein. Et c'est relativement compliqué quand même. Hein. Alors après, sur le message, on est bien peut-être obligé de gérer la crise sur le moment, même si on endette le pays. Alors tout à fait, mais est-ce que donner un PGE, c'est vraiment les aider? Je ne sais pas, j'en suis pas convaincu. En plus, là, on va arriver au terme des 12 mois, parce que finalement, c'est demain. Il aurait peut-être fallu les transformer en quasi-fonds propres pour certaines sociétés, hein, parce qu'ils en avaient réellement besoin. Il y en a qui l'ont pris, le PGE, par prévention, mais il y en a d'autres qui en avaient réellement besoin. C'est-à-dire que s'il ne l'avait pas eu, à l'heure actuelle, il serait mort. Il n'existerait plus dans le paysage économique. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, effectivement, donc nous, on va avoir un rôle d'accompagnement vis-à-vis de cela. Et donc, on entend là les propositions qui sont faites pour retarder en fait le remboursement de ce PGE hein, jusqu'à 6 ans. Hein. Mais en plus du cautionnement hein, de BPI, il faudra rajouter aussi le taux d'intérêt. Ce qui fait qu'au total, le taux pour l'entreprise pourra représenter 3,5% dans un emprunt. Donc c'est relativement élevé également. Et donc il y a beaucoup de dirigeants qui sont inquiets vis-à-vis de cette dette-là et du rebond, parce qu'effectivement ils sont en train de mettre en place en fait des stratégies hein, constructives pour essayer de rebondir. Alors Schumpeter disait effectivement, hein, un grand économiste, parfois on est obligé de passer par la destruction créative. Donc c'est-à-dire qu'un modèle s'effondre, mais pour en créer un autre. Il y a un prix Nobel effectivement d'économie qui est américain qui disait effectivement les crises permettent globalement hein, de s'en sortir mieux qu'avant. Voilà. Là le problème c'est qu'on est dans la crise et il va falloir aider. Donc un message plutôt positif, hein, la crise qui pourrait dessiner des perspectives pour l'économie. Alors ce qu'on constate par ailleurs, c'est que la crise hein, dans sa période la plus profonde hein, entre mars et juin, si malvenue soit-elle, bien entendu, a malgré tout forcé les acteurs économiques à avancer hein, sur un certain nombre de sujets, donc le télétravail, le management à distance, et bien entendu la fameuse transition numérique. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que cette dynamique se retrouve dans les cabinets comptables? Est-ce que la crise a bel et bien fonctionné comme un accélérateur? On retrouve souvent le terme hein, sur ces sujets du télétravail et du numérique. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? C'est pas forcément évident. Et surtout, est-ce que tout ce chamboulement, toute cette crise, justement, peut être transformé sur quelque chose de positif? Et si on fait marcher un peu notre imagination sur le terrain de la prospective, est-ce que ça ne peut pas dessiner de nouvelles perspectives pour l'avenir et le développement des cabinets comptables? Laurent Benoutis, quel est votre point de vue à ce sujet? Est-ce que vous observez effectivement cette accélération sur le télétravail et le numérique? Oui, clairement. Je pense que tout le monde parle du monde d'après, hein, typiquement qui serait vert et sympathique. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de collaborateurs ont pris du télétravail, et ils ont raison, et ça me semble très très compliqué de revenir à un rythme qui soit celui qu'on a connu avant la crise Covid. Après, évidemment, là aussi, dans tous les cabinets, chacun est particulier. La question n'est pas la même si vous êtes installé à la campagne et que vos collaborateurs
concerne sur Paris, je pense que les temps de transport font que, et les risques sanitaires qui sont attachés font qu'on a une vraie appétence aujourd'hui des collaborateurs pour le télétravail. C'est tout à fait possible dans notre métier d'avoir un haut niveau de télétravail. Voilà. Et je pense que ça répond aux attentes des gens. Après, il faut trouver le bon équilibre. 100% télétravail, il y a un risque d'isolement, un risque de confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est parfois très compliqué de mettre ça en place quand on a ses enfants et son conjoint autour. Mais on ne pourra pas revenir à un système 9h-18h du lundi au vendredi, ça me semble complètement dépassé. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un vrai besoin pour les experts comptables de faire du management. Parce qu'évidemment, quand on a les collaborateurs sous la main, on peut se permettre de les croiser facilement et il n'y a pas besoin de beaucoup manager. Quand on a des collaborateurs qui sont en télétravail, ça demande un peu plus d'organisation, un peu plus de gestion, un peu plus de management. Et sur ces sujets-là, qui sont en vérité les vrais sujets de la transition numérique, ce n'est pas des problèmes d'informatique ou d'outils. Les vrais sujets, c'est des sujets d'adaptation de la structure à un nouveau besoin de nos clients et à une nouvelle manière de travailler avec les collaborateurs. Et ce travail-là, il est assez compliqué à faire, alors qu'en même temps, comme l'a très bien dit mon jeune confrère, on est très attendu par nos clients sur ce qui va se passer maintenant. En fait, on a cru pendant un moment peut-être que la crise du Covid c'était un sprint, qu'il fallait qu'on court très très vite pour gérer la période de confinement. En vérité, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on a fait que le premier tiers. Et donc ce qui va arriver maintenant, c'est les vrais sujets. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable, dans les mois qui viennent, de faire des atterrissages 2020, d'avoir la possibilité de discuter avec les clients pour savoir si on bascule sur un remboursement ou pas. Moi, je trouve que le PGE, ça a été indispensable. On va revenir dessus, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Ça a permis, même pour ceux qui n'ont pas besoin de respirer et de se sentir un peu rassurés, moi, quoi qu'il arrive, j'ai du cash. Bon, voilà. Alors, après, évidemment, il faut rembourser, mais si on n'a pas eu besoin, ça ne va pas être très compliqué de le rembourser. Si on en a eu besoin et qu'on l'a consommé, la question c'est comment on rembourse et sur quelle durée. Voilà. Après, bon, le taux d'intérêt, moi je suis pas certain que ça soit un vrai sujet. Le vrai sujet, en général, c'est est-ce que je suis capable de faire les salaires à la fin du mois. Je ne suis pas capable de faire les salaires à la fin du mois. Le problème, il est vite réglé. C'est le tribunal de commerce, on va pas en parler. Donc, maintenant, il faut bien qu'on imagine qu'on a que cette crise, elle a entraîné une perte de valeur des entreprises. On a emprunté non pas pour investir, mais on a emprunté pour payer un déficit lié au manque à gagner qu'on a pu avoir pendant la période de confinement et qui se poursuit. Parce qu'aujourd'hui, même les restaurants ouverts, ils ne sont pas à 100% de ce qu'ils peuvent faire, ils ont besoin d'avoir une table sur deux. Donc, est-ce qu'à 80% de niveau d'activité, on est capable de gagner de l'argent et de rembourser l'emprunt? Voilà, toutes les questions. Et donc, à toutes ces questions-là, qui sont en fait différentes d'une entreprise à une autre, il y a besoin d'un expert comptable à côté. Donc, la priorité des priorités, c'est évidemment d'accompagner les experts comptables, d'alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur eux, pour leur permettre de se concentrer à la fois sur ces besoins nouveaux en termes de management de leur cabinet, qui sont essentiels, et sur l'accompagnement de leurs clients, qui sont en fait la garantie de leur avenir. Moi, si je perds 20% de mes clients, je sais que l'année prochaine, c'est 20% de mon chiffre d'affaires qui va disparaître. Donc, j'ai besoin d'être à côté d'eux pour les accompagner. D'abord parce que j'ai une longue histoire avec eux et donc j'ai envie de les accompagner. On a tous ça quand on est expert comptable, en général, cette relation un peu particulière avec nos clients. C'est souvent bien plus que des relations qui sont strictement commerciales. Il y a le vrai accompagnement, c'est pour ça qu'on est à côté de nos clients. On n'est pas un fournisseur comme les autres. Mais c'est aussi une réflexion qui est économiquement indispensable pour mon cabinet, parce que si j'ai plus de clients, j'ai plus de chiffre d'affaires et on va être dans une situation compliquée. Et alors sur la transition numérique proprement dite hors télétravail, vous constatez une accélération dans les cabinets en fait, ce que je constate aujourd'hui, surtout, c'est une profession qui se fracture. On a à la fois des cabinets qui ont anticipé ça depuis longtemps et qui aujourd'hui s'en sortent très très bien. Ils ont mis en place des outils qui n'étaient pas parfaits, mais qui petit à petit fonctionnent. Et il y en a un paquet qui sont derrière et qui sont nés avec 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Enfin voilà, tous les outils de dématérialisation. Aujourd'hui, on est capable d'automatiser 80-90%. Voilà. Mais très honnêtement, tous les cabinets n'ont pas pris le virage, parce que tout le monde attend le super outil qui fasse papa moment, qui s'occupe de tout, qu'on peut déployer facilement, n'existe pas. Et donc le retard qui a été pris par certains cabinets
dans la mise en place de ces outils avec des clients qui sont encore un peu réticents, qu'il faut accompagner, qu'il faut former, ce retard-là, ils se sont aujourd'hui. Enfin, moi, je vois qu'il y a encore des confrères à l'heure actuelle où on parle, qui n'ont toujours pas terminé les comptes 2019. Comment c'est possible de ne pas terminer les comptes 2019 et de commencer à anticiper la clôture 2020 dès le mois de septembre pour dire à son client, tu vas devoir, on va aller voir ton banquier avec un prévisionnel pour le PGE. C'est pas possible. Donc, les cabinets qui ont engagé cette transition numérique, qui ont mis en place les outils qui ont formé leurs collaborateurs, c'est un gros travail. À l'Ordre de Paris, on a mis en place une formation e-call qui, en 10 jours, essaye de transformer les collaborateurs de la production à l'accompagnement client. Ça prend 10 journées entières, moitié en ligne, moitié en présentiel, pour leur faire comprendre c'est quoi leur métier. Leur métier, ils ne commencent pas quand ils reçoivent les factures, ils commencent au moment où ils ont fait la déclaration de TVA. C'est à ce moment-là que leur métier commence. Il faut accompagner le client. L'objectif, c'est pas de faire des déclarations de TVA et fermer le dossier en disant c'est bon, elle est faite. Donc cet accompagnement client, qui est juste déterminant pour notre avenir, en vérité, parce que tout ça, ça va se baptiser dans les années qui viennent, ça demande un énorme effort en management. Il faut accompagner les collaborateurs, il faut leur faire comprendre les enjeux, il faut leur expliquer que la comptabilité, ça s'automatise aujourd'hui, ça permet de gagner du temps pour faire autre chose, et qu'à terme, dans tous les cas, ça va être automatisé. Donc voilà, sur tout ce travail-là, si d'abord l'expert comptable n'est pas complètement conscient, on a un premier problème. Donc là, déjà, on essaie de mettre en place des formations, de faire formation académie, de leur expliquer, etc. Mais une fois que l'expert comptable est convaincu qu'il y a une nécessité obligatoire de s'adapter, on parle de Darwin, de l'idée à la réalisation, c'est une montagne de travail. Moi, je sais qu'au sein de mon cabinet, ça nous a pris 3, 4 ans, 5 ans pour réussir à faire comprendre au collab comment ça fonctionne, changer l'état d'esprit, être orienté vraiment client et pas dire je suis orienté client, voilà, en vérité, être orienté client, c'est une démarche qui est très compliquée. Aujourd'hui, la plupart des cabinets, ils sont orientés Bercy. Voilà, ils font des déclarations de TVA pour Bercy, ils font des liasses fiscales pour Bercy, ils calculent les impôts pour Bercy. Ils ne sont pas orientés clients, en vérité, ils n'écoutent pas leurs clients. Voilà. C'est une transformation profonde qu'il faut faire. C'est pas une évolution comme on a pu en connaître depuis 50 ans avec des logiciels qui sont toujours plus performants, qui sont plus rapides, qui font la même chose que ce qu'on faisait avant, mieux. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on est dans un changement complet de paradigme, c'est compliqué, mais de l'environnement, qui fait qu'il y a une marche, elle est haute. Et donc ceux qui ont fait l'effort de commencer à s'y adapter aujourd'hui, ils ont des taux de croissance phénoménaux. Et ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, ils ont pris cher avec le Covid. Et là, ce qui va se passer, moi je suis très inquiet. J'entends parfois certains dire qu'ils sont très confiants sur la préparation. Je pense que de manière générale, on a une vraie place en tant qu'expert comptable dans l'accompagnement de nos clients, même dans tout numérique, on a une vraie valeur ajoutée et on l'a démontré par le passé. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de la profession, il va y avoir des gens qui vont s'en sortir et il va y avoir des gens qui ne vont pas s'en sortir. Et ça, c'est un peu nouveau, en vérité. Une profession comptable à deux vitesses au final. C'est ma grande inquiétude. Et tout le travail que j'ai pu faire alors et que je souhaite continuer à faire, c'est évidemment de faire en sorte qu'on accompagne un maximum de gens, et ça demande beaucoup d'énergie. Ça passe notamment, parce que toutes ces formations qu'on a mises en place, ils sont extraordinaires. Vraiment, tous ceux qui l'ont suivi viennent me voir en me disant c'est génial, j'ai repensé complètement mon cabinet, je me suis séparé de mon associé, c'était un con, maintenant je suis en train de faire ça. Voilà. Donc les gens, on va creuser au fond de ce qu'ils font pour leur dire c'est quoi ton vrai métier. Est-ce que c'est normal que tes collabs ils bossent le 1er mai, le 8 mai? Est-ce que c'est normal que tes clients ils aient les comptes le 15 mai? Est-ce que c'est normal que tu ne sois pas parti depuis 10 ans en vacances au mois de février? Tout ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. D'accord. Un cabinet qui est organisé, qui anticipe les clôtures, qui a fait sa transformation, il part en vacances au mois de février et le 31 mars, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord. C'est tout à fait possible. Donc, donc ce travail-là, il est essentiel. Ok, le message. Parce que j'ai senti que je parle trop. C'est pas ton habitude. Alors, Christophe Riel, quel est votre point de vue sur cette dimension d'accélération liée à la crise du Covid, sur ces sujets du télétravail et du numérique dans la profession comptable? Oui, non, avant, je voulais rebondir sur les propos de Laurent et je remarque et je suis ravi d'entendre que Laurent
est contre le report des délais et que c'est pas normal qu'un expert comptable n'ait pas fait un bilan du 31 décembre aujourd'hui. Donc il est plutôt pour respecter les délais. C'est deux choses différentes. Oui, non, je sais, mais tu comprends. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une urgence à régler. Ah, c'est parlé. Non, Ne relance pas. Non, je sais. Donc oui, non, par rapport... oui, donc moi, je pense qu'il faut... quand la profession a... Quand on parle de la profession qui a un bel avenir, on parle de la profession avec un grand P, mais c'est vrai qu'au sein de cette profession, on peut peut-être se poser certaines questions, puisque peut-être pas de vitesse, mais on s'est rendu compte qu'avec le Covid, la profession avait peut-être, certains avaient du retard, et ça a permis de démontrer qu'il fallait s'adapter, et que cette profession est en pleine mutation. Et c'est pas faute de le dire depuis plusieurs années, même si on peut penser que c'est des beaux discours, on dit qu'il faut s'adapter, que la transition numérique arrive. Et moi, j'entends depuis longtemps, oui, mais ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, ça fait 30 ans qu'on nous dit ça, mais aujourd'hui, les années s'accélèrent et le rythme arrive plus vite. Et on se rend compte qu'avec le Covid, eh ben c'est peut-être une opportunité qu'il faut saisir pour renouveler son cabinet et repenser son cabinet. L'avantage qu'a eu le Covid, c'est que les experts comptables ont été obligés de faire confiance à leurs collaborateurs et de les envoyer en télétravail, puisqu'il faut savoir que la convention collective dont nous devons gérer avec Jean-Luc ne prévoit pas dans la convention collective le télétravail. Donc on n'est quand même pas une profession, on est une vieille profession, mais on n'est pas en avance sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'attache en 2021, parce qu'on a d'autres choses à faire d'ici novembre. Quelques petites occupations. On a 2-3 occupations. Et donc je pense que ça sera un sujet où il faudra qu'on se mette autour d'une table. Je pense qu'on sera d'accord pour pouvoir faire évoluer la convention collective et la profession. Et donc on s'est rendu compte, comme le disait Laurent, que nos collaborateurs avaient les capacités et les compétences de pouvoir travailler à distance. Alors après, c'est vrai qu'il faudra quand même trouver le bon équilibre, parce que 100% à distance, c'est difficile de gérer les collaborateurs, d'avoir du lien avec les clients. Donc il faut réfléchir à ça, mais ça nous a fait prendre conscience qu'on pouvait travailler différemment et qu'on était toujours aussi productif et qu'on était peut-être un petit peu plus performant, parce qu'on passait, comme on était dématérialisé, on passait moins de temps à faire des choses inutiles, puisqu'on est d'accord, on n'est pas là pour travailler pour Bercy, hein. L'objectif premier, c'est de travailler, bon, pour nous un peu quand même, puisqu'on est chef d'entreprise, on est expert comptable, et c'est de conseiller nos clients comment ils peuvent trouver des solutions pour faire croître leur entreprise dans les meilleures conditions. Et donc, il faut écouter le client, et la tenue de comptabilité et l'établissement du bilan, c'est la porte d'entrée qui permet après à l'expert comptable d'accompagner, parce que le mot conseil est peut-être un petit peu trop élevé, mais déjà si on arrive à l'accompagner, on aura déjà fait un gros progrès et on aura monté quelques marches. Et je sais que là-dessus, Laurent, tu ne vas pas me contredire. Et donc ça permettra, voilà, il faut qu'on arrive à accompagner le client et qu'on apporte de la valeur ajoutée et qu'on défende cette marque expert comptable, puisqu'évidemment on a un problème dans notre titre, c'est qu'on a expert qui est quand même une valeur ajoutée et on a comptable qui nous fait redescendre à la tenue de bilan et de compte de résultat. Non mais après ça c'est un problème de communication et après chaque expert comptable est capable de communiquer auprès de ses clients et de montrer les capacités et les compétences qu'il a. Problème d'attractivité, ça on pourra y revenir tout à l'heure. Oui, le problème d'attractivité, ouais, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais voilà. Donc on a... Et puis pour la transition numérique, c'est vrai qu'on s'est aperçu que certains cabinets... Alors là, il n'y a pas de petits, moyens, gros cabinets. Ça dépend surtout de l'expert comptable et des équipes en place et de la vision qu'on a de la profession. Et voilà, moi j'ai un petit cabinet, hein, parce qu'on est 2 associés, 15 experts comptables. Je veux dire, du jour au lendemain, on a basculé en télétravail à 100% et on n'a pas eu de problème et on n'a pas perdu de... Voilà. Et je suis persuadé qu'il y a des structures beaucoup plus organisées, ou des personnes toutes seules qui n'ont pas pu gérer et qui ont été dans l'incapacité de pouvoir répondre à la surcharge de travail qu'on avait aujourd'hui. Donc il faut profiter de cette aubaine pour pouvoir rebondir. Et puis on est dans une crise, c'est une crise mais sanitaire inédite, puisque ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui va peut-être découler sur une crise économique, mais on n'a jamais eu d'expérience sur ça, puisque toutes les crises qu'on a eues jusqu'à présent étaient financières. Donc il faut garder un petit peu d'optimisme et accompagner nos clients, et les mesures mises en place devraient peut-être permettre d'aider à rebondir nos entreprises. Et puis il faut que les Français arrêtent d'épargner, parce que pour être le curé du cimetière, je ne vois pas à quoi ça sert. Alors Jean-Luc Flabeau, quel est votre point de vue sur cette question de l'accélération sur le terrain du télétravail et du numérique Je ne vais pas répondre à votre question.
Je vais le prendre à travers. Parce qu'ils ont tout dit. Ils ont parfaitement tout dit. Simplement, je vais répondre sur d'autres points. Déjà, sur les syndicats. Sur les syndicats, en effet, Christophe, tu as raison, il va falloir se poser la question sur la convention collective, sur le télétravail. On est en période électorale, comme vous le savez. Alors, il y a des sujets des tensions, mais il y a des esprits isolés qui pour émerger, réfutent les syndicats. Mais sur ces sujets de convention collective, les délégations patronales marchent toujours quasiment main dans la main. Il n'y a pas que les syndicats, ils ne sont pas là que pour les périodes électorales, et ils sont de toute façon utiles à la profession, et je parle bien des deux syndicats, avec des différences bien évidemment. Mais sur la crise elle-même, moi ce qui m'a un peu surpris, c'est de dire, cette satisfaction de dire la profession a été révélée par cette crise. Alors moi ça m'embête un petit peu que la profession soit révélée à chaque fois qu'il y a une crise historique. Parce que s'il faut attendre, si la profession doit de nouveau être dans l'oubli, dans l'ombre, et qu'on la réveille lors d'une prochaine crise, c'est un peu dommage. Donc là, il y a quand même un sujet, il faut quand même aussi se poser la question, pourquoi la profession est dans l'ombre et qu'elle apparaît que lorsque l'économie vacille. Alors sur ce ou sujet, flanche. on aura l'occasion Alors, d'y revenir. mais sur le point de télétravail, etc., je pense qu'il y a autre chose à penser. Là, je reviens sur l'organisation, pour répondre un peu à la question, Hugues. Je reviens sur l'organisation des cabinets. Télétravail, numérique, Laurent et Christophe ont tout dit. Je pense qu'il va y avoir aussi... On est satisfait du rôle de la profession, mais on a fait le plus facile. Et Laurent, tu l'as dit, on a fait le plus facile. Moi, je vois bien dans nos équipes, finalement, on a fait le plus facile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la calinothérapie auprès de nos clients, puis on a appliqué des mesures. Alors, plus facile, c'est un langage un petit peu raccourci parce que ça a été assez complexe, mais c'est quand même le plus facile. Parce que derrière, quand on va sortir de cette période de protection maximale de l'État, il va falloir se poser toutes les questions que Laurent, tu as exposées. Qu'est-ce qu'on fait sur le remboursement, etc., etc. Et je ne suis pas certain, en tout cas c'est plutôt la vision que j'ai moi au niveau de mes équipes, je ne suis pas certain que, et je reviens sur nos équipes, que nos équipes, l'ensemble de nos équipes, soient en capacité de faire ce travail d'analyse, de comprendre l'environnement du client. L'environnement du client qui est devenu très complexe, avec un surendettement, comme on disait tout à l'heure, etc. Donc il faut être très vigilant sur le fait de dire aujourd'hui les cabinets ont été beaucoup appréciés par nos clients. Ça peut être une arme qui se retourne contre nous à un moment donné. S'il n'y a pas dans 12 mois, dans 2 ans, une véritable adaptation de nos équipes à ce que va rechercher le client, on peut être en décalage et là, ça peut être relativement fatal pour certains cabinets ou des équipes de cabinets. Et il y aura aussi, on parle du télétravail, on parle du numérique, ça passera aussi par un changement de nos missions. Je pense que cette crise et l'état des entreprises qui va, à la sortie de cette crise, va changer nos missions. Tu parlais, Laurent, en effet, des confrères qui n'ont pas fini leur bilan. Je pense qu'il va falloir aller très très vite. Et là, le fossé va être énorme à des comptabilités prédictives. Aujourd'hui, je pense que dans les prochains mois ou les prochaines années, sortir les bilans 31 décembre de l'année passée, bien évidemment, ce sera une obligation, ce ne sera plus l'attente des clients. L'attente des clients, ce sera en temps réel, quelles sont ses capacités de remboursement, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un véritable changement dans les missions, dans l'attente des clients et donc les missions qu'on va pouvoir faire. Donc en effet, ça c'est un champ important pour la profession du chiffre. Mais par contre, il va falloir que les cabinets puissent le faire et que dans les cabinets, les équipes puissent le faire. Moi, dans mon cabinet, je pense qu'on pourra répondre. Je ne suis pas sûr que toutes les équipes puissent le faire. Donc, puisque nous ne sommes pas sûrs que toutes les équipes puissent le faire, il va y avoir tout un travail de formation accélérée pour essayer d'amener ces équipes à le faire. Donc, il y a des véritables enjeux pour les cabinets. Donc,
sur le terrain de la prospective, en fait, ce que vous soulignez, c'est une comptabilité en temps réel et plus de prédictif. C'est la comptabilité en réel qui était un rêve. Je pense qu'elle va devenir très très vite une réalité, alors avec des outils numériques. Qui va supposer une adaptation des équipes. Oui. Il y a une vérité, il y a un sujet. C'est pour ça que je vous ai permis de me dire, je vais répondre un peu de travers. Il n'y a pas que le sujet du numérique. Parce que le numérique, ce n'est qu'un outil. Derrière, il y a les équipes. Le numérique, c'est pas le sujet. Ouais. C'est les équipes. Le problème, c'est celui donc du management. Vous, Julien Hunes, quel est votre point de vue sur l'accélération sur ces terrains du télétravail et du numérique en tant que collaborateur d'un cabinet comptable? Alors, le sujet du télétravail, encore une fois, je pense qu'il y a presque tout qui a été dit au niveau du télétravail et du numérique. Je suis tout à fait d'accord sur le point de la formation et du coup, pour mettre en perspective un peu tout ce qui a été dit, la formation justement est beaucoup plus compliquée à distance, donc c'est important de garder du lien avec l'humain. Moi je l'ai vu notamment, mes journées à l'ordre, quand tu fais 7 heures derrière un écran, tu es forcément moins attentif, c'est humain. Donc c'est important de garder du lien et donc effectivement de développer le télétravail pour accorder de la flexibilité et donc du coup pour pouvoir conserver ses collaborateurs, parce qu'on a quand même un problème de manière générale au niveau de l'attractivité, pas que du public mais également au niveau des collaborateurs, en essayant de me placer en futur expert comptable. Donc c'est normal d'accorder de la flexibilité, la numérisation c'est une obligation, c'est bien si on a pris le chemin et de toute façon on va être obligé de le prendre parce que les sociétés vont l'avoir et donc si on n'est pas capable de comprendre leurs outils, on n'est pas capable de répondre à la comptabilité en temps réel, on n'est pas capable de les accompagner parce qu'on n'est pas capable d'analyser leur activité, donc c'est devenu un fondamental, on va dire. Sur les cabinets, oui, je suis plutôt d'accord avec Sisgui, dans le sens où la sortie du bilan, et même la sortie du bilan, on va dire en temps réel, va être normalement un acquis, entre guillemets, et donc il va falloir se développer sur d'autres missions, se spécialiser un petit peu plus, choisir des tangentes, des vectoriels où on va aller et où on va se spécialiser nous, et donc on va être un peu plus, entre guillemets, en niche, où on va avoir une activité de base qui va être la gestion de la comptabilité et l'accompagnement plus ou moins en temps réel, et on va avoir des spécialisations, on va devoir faire des choix stratégiques qu'on avait peut-être moins avant, dans le sens où on avait une rentabilité qui était beaucoup plus facile avec la comptabilité, et donc on n'avait pas forcément besoin de se spécialiser autant, et donc même pour les jeunes experts comptables, il va falloir beaucoup plus rapidement se poser la question de quelle spécialité je veux avoir, quel type de clientèle je vais aller chercher, peut-être quel secteur d'activité. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi que les ordres, les syndicats nous accompagnent là-dessus, avec leur expérience et donc ce qu'eux ont pu comprendre avec tout leur parcours, de comment bien choisir une spécialisation, comment aller pénétrer son marché, parce qu'on est des entreprises comme les autres, donc il va falloir être capable d'aller pénétrer un marché, connaître les points d'attention des clients pour pouvoir récupérer les clients, attirer les clients. Et je pense que c'est là-dessus que les cabinets vont aller. Et donc, comme ça a été très bien dit auparavant, télétravail, numérisation, c'est les fondamentaux pour avoir un cabinet qui tient. Et pour être attractif, ça va être vraiment la spécialisation, aller pénétrer un marché et vraiment avoir une démarche d'entreprise et pas forcément de cabinet uniquement, parce qu'un cabinet, c'est une entreprise comme une autre en fait. Donc on est tous des chefs d'entreprise avant d'être des experts comptables. L'expert comptable, c'est un lien qu'on a avec les entreprises, mais on est des chefs d'entreprise. Et quand on regarde nos clients, quand on les accompagne, nos clients, ils cherchent des segmentations, ils vont mettre du marketing sur certaines activités parce qu'ils ont besoin d'aller développer un chiffre d'affaires, ils vont se spécialiser, faire des choix, faire des erreurs. Et du coup, il faut que nous, on soit capable de faire pareil pour pouvoir avoir un service de qualité et ne pas se faire remplacer par d'autres acteurs qui pourraient avoir des missions sur lesquelles on n'a pas forcément du coup la prérogative d'exercice. Donc on va avoir des concurrents, mais il faut qu'on soit capable de se mettre en avant parce qu'on est capable de réaliser ce genre de mission et surtout on est le premier interlocuteur quand même des entreprises. Donc on a la possibilité de détecter les besoins beaucoup plus rapidement et donc effectivement il faut qu'on soit sensibilisé à ça pour pouvoir le faire plus facilement et pour mettre en avant le rôle de l'expert comptable, pas seulement gestion de bilan TVA et donc entre guillemets administratif Bercy, mais plus conseil à disposition des entrepreneurs. Alors ces perspectives de changement, on sent que ça vous motive en tant que jeune collaborateur, plus que ça vous fait peur. Oui, parce que
Du coup, ça permet d'avoir une diversité aussi bien au niveau de l'activité. Donc nous, personnellement, enfin, et je ne parle pas que pour moi, je parle avec plein de personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est attractif de se dire qu'on ne va pas faire que, entre guillemets, de la tenue de compte et de l'établissement de bilan de l'arrêté, de pouvoir faire, je ne sais pas moi, de la def externalisée, de l'aide au financement, il y a plein de possibilités, du reporting un peu personnalisé avec des indicateurs pertinents. Donc il y a un certain attrait, et je pense qu'à travers ça, et en communiquant beaucoup plus facilement, on réussira peut-être à attirer peut-être un peu plus de collaborateurs en leur expliquant que la comptabilité, effectivement, tu vas en avoir une partie, mais que tu vas avoir aussi d'autres missions, et bon, c'est ce qui se fait déjà, mais ce qui doit être, entre guillemets, un standard, je pense, aujourd'hui dans les cabinets, pour pouvoir continuer à avoir une attractivité aussi bien au niveau des clients qu'au niveau des collaborateurs, parce que c'est les 2 points clés. C'est bien d'avoir des clients, mais si on n'a pas les collaborateurs pour traiter les dossiers, les clients, ils partent. Donc il faut avoir l'attractivité au niveau des 2, un bon mix. Et donc je pense que ces points-là sont fondamentaux aussi bien pour les clients pour développer son chiffre d'affaires que pour les collaborateurs pour pouvoir les conserver et les attirer dans les cabinets. Alors Paul-Emmanuel Gelin, vous en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, quel est votre point de vue sur ces questions d'accélération télétravail numérique dans le cadre du Covid? Alors figurez-vous que parmi les jeunes, la plupart en fait sont en mode SaaS. C'est-à-dire que le télétravail n'a pas posé de problème extraordinaire. Voilà, ça c'est le premier constat qu'on fait, parmi plus de 75% en tout cas d'entre nous sont dans cette typologie-là. Donc la mise en place du télétravail s'est fait relativement naturellement. Elle a même été choisie avant le Covid, quoi. Voilà, donc on n'a pas attendu auprès du Covid pour être en télétravail. Voilà. Par contre, effectivement, ça a accéléré aussi nos clients qui étaient réfractaires à la numérisation, etc., parce qu'on en a tous aussi dans notre clientèle, on a pu effectivement digitaliser cette population qu'on pensait non digitable. Et finalement, on s'est aperçu que ça marchait. Et ça marche même très bien. Et donc ça, c'est plutôt assez encourageant et ça va être amené à se pérenniser. Donc ça, c'est une étape déjà de gagner dans la collecte de données. Mais ce qui est important aussi au sein de nos cabinets, c'est qu'on a su aussi s'adapter vers les nouvelles technologies, mettre en place des webinars, des choses comme ça, des outils qu'on n'utilisait pas en fait hier et qu'on utilise maintenant en fait. Et donc ça, on a pu en fait évoluer sur ce sujet-là et gagner du temps. Voilà. Et donc ce temps-là, effectivement, on va l'allouer en fait à autre chose. Et en fait, la numérisation, la datalisation, etc., va nous permettre en fait des experts comptables augmentés. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'entendais parler de comptabilité prédictive. Mais effectivement, on est de plus en plus sollicité en fait par nos clients pour faire ce qu'on appelle des atterrissages. Et effectivement, la numérisation, etc., permet en fait d'avoir une image en un instant donné, etc., qui permet quand même de mieux conseiller son client et de mieux l'accompagner. Alors surtout dans cette période critique où les simulations de trésorerie sont particulièrement bienvenues. Tout à fait, ouais, il ne faut pas oublier, c'est 570 000 entreprises qui ont fait appel au PGE pour plus de 118 milliards d'euros. Donc effectivement, on nous attend aussi sur ce sujet-là. Et justement, quand on parlait de comptabilité prédictive, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. On nous le demande de plus en plus, etc., de prévoir l'avenir et de ne pas constater le passé. C'est-à-dire que les gens, effectivement, l'effet rétroviseur, c'est sympa, mais ça n'a qu'un moment. Et la gestion empirique, pareil, c'est sympa, mais ça atteint ses limites. Et effectivement, pour mieux accompagner les entreprises, effectivement, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de la comptabilité instantanée. Effectivement, il n'est pas normal de clôturer les 31-12 actuellement. C'est inimaginable, quoi. Pas un professionnel expert comptable. C'est pas possible. Alors, pour finir sur une note positive, cette crise du Covid, on a quand même l'impression que, d'une certaine manière, comme on le disait tout à l'heure, elle a permis d'améliorer l'image de la profession, puisqu'on a beaucoup parlé des experts comptables aux côtés des entreprises dans les médias. On a parlé d'urgentistes des PME. Alors, j'aimerais savoir ce que ça vous évoque. Et comment faire peut-être pour transformer l'essai d'une certaine manière et renforcer encore cette popularité relative et améliorer l'image de cette profession dont on sait qu'elle est particulièrement dynamique et utile, mais voilà, assez peu encore attirante. Quel est votre point de vue, Laurent Benoudiz? À partir déjà des acquis de la crise. Si la question c'est comment on fait pour renforcer l'attractivité de la profession, ça fait 40 ans qu'on se pose la question. C'est le moment de rapporter. Alors, et qu'on a du mal à trouver la réponse. en une minute. Il y a la solution
solution la plus simple, c'est on dépense beaucoup d'argent dans la com. Ça, à mon avis, ça ne servira à rien et ça ne marche pas. C'est éphémère et c'est l'argent. Je pense qu'il faut attaquer le problème à la racine. D'accord? Et le problème à la racine, c'est qu'il faut que nos cabinets soient attractifs. Si nos cabinets sont attractifs, la profession sera attractive. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Comment on fait pour rendre nos cabinets attractifs? Ça, c'est beaucoup de travail. D'accord? C'est beaucoup de travail. Et on le voit aujourd'hui, même en recrutement, les cabinets ne jouent pas tous dans la même cour. Tu arrives dans un cabinet quand tu cherches un job, quand tu fais l'alternance et qu'il y a des papiers partout, des clapets, des boîtes à chaussures, des armoires ouvertes, parce que c'est plus rapide pour pas ouvrir la porte de l'armoire, d'enlever les portes, comme ça tu vois les classeurs. Alors, voilà, quand tu arrives là-dedans, tu fais demi-tour, tu t'en vas. On ne dit pas trop parce qu'il y a quand même quelqu'un de l'annexe là, il ne faut pas te décourager. Non, mais, voilà, donc il y a un vrai travail à faire. Je pense qu'aujourd'hui, notre véritable valeur ajoutée, enfin, ce qui fait la richesse aujourd'hui de notre cabinet, ce n'est pas les clients, c'est les collabs. Voilà. Tu as les bons collabs, tu n'as pas de problème. Je pense que de la même manière qu'il faut que la France conduise une politique de l'offre, il faut que nous aussi, on soit dans une politique de l'offre. C'est-à-dire que si on a des collaborateurs bien formés, épanouis, heureux, contents de venir travailler, qui trouvent un sens à ce qu'ils font, et c'est pas impossible. Je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, j'ai la prétention de penser que c'est ce que j'ai réussi à faire dans mon cabinet avec mes associés, ça nous a fait beaucoup de temps. À ce moment-là, on aura nécessairement des clients qui seront ravis et des clients avec lesquels ça va bien se passer. Donc, il faut qu'on fasse ce travail et il faut que tout le monde fasse ce travail. Et une fois qu'on aura tous collectivement fait ce boulot-là, je pense que l'image va changer parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le métier de comptabilité, c'est soit dans les grandes structures, un truc où tu prends des comptes à la con dans des tours à la défense et tu dis mais c'est quoi ce job que j'ai choisi et puis au bout de 3 ans ils s'en vont tous pour faire autre chose. Ou alors tu arrives dans les petits cabinets et là tu te dis mais je passe mon temps à me balader avec des classeurs, à faire du gratte-papier, machin, etc. Donc, alors que c'est pas vraiment ça le métier aujourd'hui. Le métier aujourd'hui, très honnêtement, il est d'une richesse incroyable, il est d'une diversité époustouflante, il cumule à la fois du comportemental, de la technique, du commercial. Je pense qu'on peut tout à fait s'épanouir en étant dans un cabinet d'expertise comptable avec un métier passionnant. Voilà, il faut qu'on fasse tous ce travail de monter en compétences, tout ce travail de formation de nos équipes, et automatiquement, je pense que l'image va changer. Mais on ne peut pas, si on n'a pas le fond, communiquer sur la forme à travers des messages, ça ne marchera pas parce que la réalité va nous rattraper. Donc ce travail-là, il faut le faire de fond. Et c'est un travail de fond, c'est-à-dire qu'il faut falloir qu'on fasse en sorte d'avoir une offre. Mais c'est pareil pour le développement des nouvelles missions. Il ne faut pas attendre d'imaginer que les clients vont nous les demander. Il faut qu'on soit capable de les proposer. Depuis le début, en fait, j'ai qu'une seule conviction, c'est que c'est l'offre qui crée la demande. C'est notre métier, mais c'est une évidence absolue. On prend un collaborateur, on le forme sur un domaine, le lendemain, il a du job. Parce qu'on va voir les clients, on lui dit, tu sais qu'on est capable de t'accompagner dans la levée de fonds, on est capable de t'accompagner dans la mise en place d'un machin. Et le client il me dit, bien sûr, c'est super, comment on fait? Ça ne sert à rien d'imaginer communiquer auprès des clients pour leur expliquer qu'on est les meilleurs dans tel ou tel domaine. C'est pas ça que le client va dire, je veux une pub, il paraît que tu fais du tableau de bord. D'accord, donc il faut qu'on travaille sur l'offre. L'offre. Ça veut dire qu'il faut qu'on monte en gamme, qu'on ait des collaborateurs formés, il faut qu'on devienne des managers. Voilà. Et si on n'arrive pas à faire ce boulot, très honnêtement, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je pense que la réforme la plus importante que j'ai faite sur les 4 dernières années avec l'ensemble des élus à Paris, c'est la réforme du contrôle qualité. Pourquoi la réforme du contrôle qualité? Parce qu'on est revenu aux sources du contrôle qualité. Les sources du contrôle qualité, c'est que l'objectif du contrôle qualité, c'est pas respecter les règles et les normes professionnelles. L'objectif du contrôle qualité, c'est améliorer la performance des cabinets, les aider à être plus efficaces et améliorer la qualité des services rendus aux clients. C'est ce qui est écrit dans l'article 401 du règlement intérieur de l'ORS. C'était voté à l'époque, c'était l'IFEC, ils ont fait un travail incroyable quand ça a été mis en place, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y a 40 ans, l'IFEC était admirable. Ça me peine d'en parler au passé. Ça me peine d'en parler au passé. Mais voilà, ce que ça a été fait à l'époque. Ça va revenir. Voilà, mais je le souhaite, parce qu'il faut qu'il y ait cette diversité syndicale qui crée l'émulsion et qui crée la compétition et qui crée la dynamique. Mais il faut que, voilà, si on revient aux sources à l'origine, l'objectif du contrôle qualité, qui est facultatif chez les experts comptables, hein, même quand on est adhérent de l'IFAC,
On n'est pas obligé de mettre en place des contrôles qualité pour l'exploitation comptable. Donc ce contrôle qualité, il a été fait de manière volontaire par la profession pour pouvoir améliorer la performance des cabinets. Alors, Et donc, juste, je termine, mais en revenant là-dessus. C'était 1 minute. on va laisser aussi Donc, Christophe le soin de répondre. voilà, c'est quoi l'avantage de ce truc? C'est que le contrôle qualité, ça concerne tout le monde. Il est universel, c'est partie des règles. Et donc, on va aller voir tous les cabinets par là, y compris ceux qui ne s'imaginent pas qu'ils ont besoin, ou qui n'ont pas tout à fait compris qu'il y avait un train qui était en train d'avancer et qu'il fallait prendre. Voilà. Et on ne va pas uniquement travailler pour ceux qui se disent j'ai un problème, parce que déjà, quand on se dit j'ai un problème, on est déjà sur les voies de la guérison. Mais il y en a beaucoup qui se disent non, mais tout va bien, en fait, c'est un peu compliqué, il faut que je fasse travailler un peu plus mes collaborateurs, les marges baissent, mais c'est parce que je les paye trop cher. Voilà. Donc le problème, il est qu'il faut qu'on aille voir les cabinets, et le contrôle qualité permet justement d'aller voir tous les cabinets directement chez eux. Sur la question de l'attractivité, donc plus travailler le fond que la forme, et donc Christophe Riam, on vous laisse le soin de répondre. Ça va être compliqué parce que Laurent parle beaucoup, mais bon, non, on est d'accord que on a un bel avenir si la profession mute, et ce qu'il faut aussi, il faut peut-être revoir et aménager notre diplôme aussi, pas le réformer, hein, j'ai pas dit. Oui, mais le réformer, mais l'aménager, parce que c'est bien d'avoir un diplôme d'État, non mais après il faut peut-être y mettre, on a un diplôme qui date, et il faut peut-être y remettre des choses comme le management, le marketing, le commercial, tout ce qu'on n'a pas. Puisque le problème, c'est qu'on a une formation qui fait qu'on est expert comptable, mais avant d'être expert comptable, on est chef d'entreprise. Donc, si on connaît les besoins qu'on a pour développer notre Déjà, cabinet... valoriser ce message, ce serait peut-être une première manière de valoriser la profession. Mais à chaque fois, alors je sais que tous les gens qui sont là le valorisent comme ça, parce qu'à chaque fois, avant de dire qu'on est expert comptable, on dit qu'on est entrepreneur ou chef d'entreprise. Parce que c'est quand même notre premier métier, avant d'être expert comptable. Et de montrer les compétences et les qualités qu'on a pour pouvoir accompagner nos clients. Et bien évidemment, c'est l'avenir... L'avenir, c'est d'accompagner les clients, de réformer ou d'aménager le diplôme, de former nos collaborateurs pour leur faire muter le travail qu'ils font aujourd'hui, puisque... Voilà, mais il faut qu'on prenne conscience. Il y a 21 000 experts comptables aujourd'hui, et je ne sais pas si les 3/4 auront pris conscience de ce changement qui arrive rapidement. La communication on n'est pas tout à fait d'accord avec mon ami Laurent sur la communication. On est des désaccords. Oui, parce qu'on n'est pas du même syndicat, donc c'est normal. Et la communication peut être un moyen de se faire connaître auprès du grand public ou des chefs d'entreprise, même si on n'a pas forcément besoin de ça, mais ça peut être aussi un moyen de se faire connaître et de se faire entendre auprès des pouvoirs publics, même si, tu le sais comme moi, c'est compliqué. Et le Covid nous a permis quand même de se rapprocher de ces interlocuteurs-là, et ils se sont rendus compte qu'on avait besoin. Et c'est très important, parce que c'est vrai, mettre 10 millions dans la com, ça ne sert à rien. C'est pas l'ADN de notre profession. Mais c'est pas ce qui a été fait, je te rassure, et tu le sais très bien. Je tiens, mais comme il ne parlera plus, donc on est tranquille, je peux parler. C'est pour ça que je me suis mis à côté. Après, je me suis mis après lui. Non, Après, il y a moi. Après, il y a moi. C'est pour ça qu'on t'a encadré. Tu sais pas. J'ai quelques J'ai bien vu ça. J'ai quelques infos. Voilà. Et puis, c'est très professionnel. Et donc, non, pour terminer sur ce sujet-là, et puis la communication, moi je pense que c'est important aussi qu'on reprenne notre identité, notre ADN, et qu'on se fasse entendre auprès des pouvoirs publics. Après, on est à peu près tous d'accord, peut-être pas de le faire de la même façon, mais on est tous d'accord qu'il faut qu'on ait une identité plus forte, et ça, on en est tous conscients, puisqu'aujourd'hui, voilà, le gouvernement veut peut-être que les experts comptables soient tiers de confiance, et moi je dis souvent que les experts comptables sont peut-être tiers de confiance, mais en ce moment, le gouvernement, c'est plutôt 2 tiers de défiance vis-à-vis de notre profession. Voilà, je terminerai sur ça, je te laisserai finir le sandwich. Oui, mais attention, non. Je suis là. Sur l'attractivité, je pense qu'il faut parler de choses en effet sérieuses. En effet, c'est un problème de fond, parce que c'est un sujet qu'on parle depuis, comme tu le disais, Laurent, 40 ans. Donc les sujets qu'on parle tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé les solutions. Le problème de fond, c'est qu'on doit les cabinets doivent devenir des entreprises de services. C'est ce que tu disais, Christophe, ça c'est important. Donc avec un marché, etc. Et pour en revenir sur l'attractivité, ça veut dire qu'il va falloir qu'on attire les jeunes. Donc en effet, il va falloir être actif, etc. Moi, je ne crois pas trop dans les communications, et je ne crois pas non plus dans les messages qui font rêver. Dire on va prendre le marché du conseil jusqu'à 5 milliards d'euros, chose qui avait été dite il y a 4 ans,
Je n'y crois pas un seul instant. Le nombre de collaborateurs chez nous qui seront en capacité de faire du conseil, il va être très très faible. Par contre, l'accompagnement des entreprises, c'est très différent. C'est très différent. Mais du marketage conseil, c'est un métier et il y a déjà des acteurs. Donc voilà. Par contre, pour en revenir sur l'attractivité, il faut en effet avoir une vraie politique, et ça n'importe quel cabinet, je crois, peut le faire, d'attractivité. Alors je pense pas que l'expert comptable, il y en a beaucoup autour de nous, et je leur dis des fois, l'expert comptable, qui quand il voit un jeune dit, mon pauvre ami, je fais un métier épouvantable, je bosse tous les jours, etc., et jusqu'à minuit tous les soirs, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'attractivité. Par contre, il faut aussi savoir ce qui intéresse les jeunes. Et on a aussi, je pense, dans la profession, tout un volet à exploiter, tout ce qui concerne les données extra-financières, etc., tout ce qui concerne l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui aussi est mis encore plus en lumière avec cette crise, et qui est une préoccupation de beaucoup de jeunes. Donc d'avoir une politique RSE, etc., dans un cabinet, ça peut se faire dans des petits cabinets, ça me paraît un vecteur. Pas un bon vecteur, mais ça me paraît un vecteur. Hier, on était dans une réunion au cabinet, et on se disait les appels d'offres, et c'est quand même plus intelligent. Avant, il y avait une obligation d'être ISO, aujourd'hui, c'est une obligation d'être RSE. C'est quand même un peu plus malin d'avoir une obligation RSE qu'une obligation ISO qui n'a pas amené grand-chose quelque part dans l'organisation des cabinets. Donc je pense que c'est d'avoir des recettes propres à chaque cabinet pour justement, sur la diversité des missions, sur l'accueil qu'on fait des stagiaires, l'accueil qu'on fait aussi au niveau des gens qu'on peut justement faire venir au niveau du cabinet, à savoir les accueillir, savoir leur présenter ce que fait le cabinet, etc. Parce que dans n'importe quel cabinet, il y a des pépites, il y a des richesses, tout ça c'est un vrai travail. Mais c'est tout simplement un travail, c'est ce que tu disais, Christophe, de chef d'entreprise. Il faut que nos cabinets se transforment en entreprise. Mais ça, c'est pareil, on le dit depuis des années, voilà. Mais sinon, on n'y arrivera pas. Alors justement, on va laisser la nouvelle génération, entre guillemets, s'exprimer sur cette question de l'attractivité de la profession du chiffre. Julien Younes, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous pour remédier à ce problème qui existe depuis 40 ans? Alors c'est une très vaste question. Je pense que le premier point, comme le disait Christophe, c'est que les pouvoirs publics mettent en avant le rôle de l'expert comptable. Je ne sais pas par quelle manière on peut essayer de leur passer le message, mais parce que quand on a des personnes qui viennent un peu nous casser du sucre sur le dos alors qu'on est au cœur de l'activité et qu'on est là pour aider les entreprises, bah forcément ça aide pas. Donc bon, ça c'est le premier point, je pense. Pour reprendre ce que disait Jean-Luc, tout à fait, je pense que donc, du coup, en fait, le principe, c'est vraiment d'avoir une marque employeur, qui est d'ailleurs le thème en partie du congrès qui démarre demain. Donc effectivement, prendre le sujet à cœur et considérer qu'on est une entreprise comme une autre, et que quand on a des collaborateurs en interne, c'est important de bien les accueillir, c'est important de bien les traiter, et c'est important aussi de bien les quitter. Parce que le gros sujet, c'est que si demain un collaborateur part en mauvais termes, il peut donner une mauvaise image du cabinet, une mauvaise image de la profession, potentiellement être négatif auprès des clients. Donc c'est tout un risque. Et donc progressivement ça arrive, parce que c'est typiquement le thème du congrès. Donc c'est qu'on commence à être sensibilisé sur le sujet, ça a déjà été fait dans plein de cabinets, il faut que ce soit un peu standardisé. Et après une touche un peu plus, je sais pas si on peut dire drôle, mais c'est que le vrai sujet, c'est qu'on a deux termes dans notre mot, c'est expert et comptable, et c'est vrai que très souvent on nous appelle comptable au lieu d'expert comptable. Donc le sujet, en fait, il se fait tout simplement au niveau des clichés. Moi, quand je dis à mes amis, alors déjà quand je dis je suis expert comptable stagiaire, tout le temps on me dit, mais t'as pas fini tes études? Parce qu'il y a le terme stagiaire. Donc déjà, il y a un vrai sujet sur le terme stagiaire quand on démarre. Et après, quand on dit je suis expert comptable, même on le regarde, même les clients, ils disent j'ai un bon comptable, et pas j'ai un bon expert comptable. Et donc ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le faire, je ne suis pas un pro du marketing et de la com, mais comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens sur le sujet. Et en fait, je pense que si on arrive à sensibiliser nos clients sur le sujet, et qu'ils arrivent à communiquer en fait sur l'apport de l'expert comptable, et que eux le font,
déjà ça permettra de faciliter ça parce que c'est le bouche à oreille qui fait qu'aujourd'hui on dit j'ai un bon comptable. Et donc on valorise même pas le diplôme, le bac plus 8, le mémoire, le temps passé, enfin qui est quand même conséquent, hein. Je suis dedans, je me rends compte, c'est assez compliqué, ça prend du temps, c'est un sacrifice. Donc, et ça c'est pas valorisé. Et alors, bon, comment le valoriser? Je pense qu'il faut demander à des pros du marketing et de la com et en discuter avec eux. Mais je pense que si déjà on le fait avec les collabs et avec les clients et qu'eux-mêmes le font par la suite, et qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, hein, juste un petit post, si on avait un post de chaque client qui disait « Mon expert comptable est bien pour tel point, tel point, tel point », déjà, rien que ça redorerait l'image de l'expertise comptable. On se rendrait compte qu'on n'est pas juste là pour faire des bilans et des comptes de résultats et faire des déclarations de TVA. Et du coup, ça permettrait d'améliorer l'attractivité aussi bien au niveau des clients entre eux, donc qui se diront finalement les experts comptables sont plus que ça. Et peut-être derrière, si on disait pareil aux collaborateurs, et ça c'est dans le cadre de la marque employeur, explique en un post, alors que ce soit volontaire bien évidemment, hein, parce qu'il y a des études qui ont montré que quand on voit que c'est pas volontaire au niveau de la marque employeur, ça a une image néfaste, mais que le collaborateur dise « je suis bien dans mon cabinet pour ça, 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 ça », très rapide, je sais pas moi, 5-10 lignes max, bah déjà, rien que sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même la communication d'aujourd'hui, ça permettrait d'améliorer l'attractivité des cabinets, de la profession, et de nous mettre en avant, pas par nos propres moyens, parce que quand nous on se met en avant, bah, on peut avoir tendance à penser que c'est un peu prétentieux entre guillemets, mais par du coup le biais de personnes qui vivent au quotidien avec nous et qui mettent en avant nos qualités, je pense que ça ne pourra qu'aider. Paul-Emmanuel Jolin, votre point de vue pour conclure? Alors moi je vais utiliser un aphorisme hein, pour éviter de répéter tout ce qui a été dit, de Jean Baudin, qui stipule qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. Mais c'est tellement vrai. La principale ressource dont on dispose dans nos cabinets, effectivement, c'est nos collaborateurs. Et aujourd'hui, si on veut évoluer, ça va passer par la formation. Alors encore, pour utiliser encore un économiste, McGregor, il y a les X et les Y. Hein, c'est-à-dire, il y a les pionniers dans notre cabinet qui ont une certaine appétence pour les nouvelles technologies, que ça intéresse, etc. Ils ont envie d'aller plus loin. Et il y a le Y, c'est-à-dire les suiveurs. Alors ces suiveurs-là, effectivement, il va falloir les accompagner parce qu'en fait, c'est la peur qui les freine. Et donc c'est la peur qui finalement qui fait qu'ils ne vont pas avoir une appétence particulière pour les nouvelles technologies, la datalisation, etc. Mais effectivement, si on a envie de se développer, d'être attractif, etc., ça passe par la formation. La formation, telle qu'elle est proposée actuellement, ne répond pas à toutes les problématiques qui se posent dans nos cabinets. C'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin, et effectivement j'entendais tout à l'heure qu'on était des chefs d'entreprise au premier abord, oui, c'est très bien. Mais c'est vrai que pendant toute notre phase d'études, effectivement ça dure 8 ans, c'est long, mais c'est vrai que la partie commerciale, savoir se vendre, savoir se rendre attractif, etc., c'est pas forcément mis en avant. Et c'est vrai que pendant le Covid, le CGEC a proposé des thématiques justement sur combien je facture pendant le Covid, parce que c'est pas évident de savoir combien on facture. Alors on entend qu'il y a des confrères qui font de la gratuité, d'autres non, etc. Enfin, voilà, où est-ce que je me positionne? Et ça, effectivement, notre cursus ne nous permet pas de bien nous vendre. On est moins à l'aise avec ça par rapport à d'autres professions qui le font beaucoup mieux que nous. Par exemple, les avocats sont beaucoup plus à l'aise avec ce sujet-là. Et nous, on est un peu timide par rapport à tout cela. Et donc, on a un problème de communication. Il n'y a pas qu'en commissariat aux comptes qu'on a un problème de communication. Il y a aussi en expertise comptable. Et c'est vrai que l'image qu'on renvoie n'est pas toujours très flatteuse. Je vous renvoie à toutes les émissions, effectivement, où il y a un comptable. En général, ce n'est pas le mec le plus sympa de la bande. Et quand on voit des émissions sur M6, d'investisseurs, etc., c'est dommage, il n'y a pas d'expert comptable qui vient nous expliquer, etc., le plan de financement, etc. Sur BFM, je regarde, etc., de temps en temps, comme d'autres, je pense, on se voit expliquer comment on fait un prévisionnel par un journaliste. Alors, j'ai rien contre les journalistes, mais il me semblait plus judicieux et opportun de faire appel à un expert comptable. Je le trouvais plus représentatif pour expliquer ce que c'était, parce que c'est son quotidien, il le vit tous les jours. Et ça, c'est vrai que je ne comprends pas ce manque d'image, ce manque d'attractivité, ce manque de marketing sur l'image d'expert comptable. Bien, on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à cette plénière. Merci pour ces interventions éclairantes, pour ce partage. Merci d'être venus, merci d'avoir suivi cette plénière. Et très bonne journée.